Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence aujourd'hui. Dans le cadre de cette conférence, on va laisser le temps de quelques petits instants de dernier réglage technique avant de commencer la conférence. Alors, nous allons pouvoir commencer tranquillement. On avait dit 14h30, mais puisque tous nos intervenants sont là et afin qu'on puisse laisser le temps aux échanges de se mettre en place, on va commencer par l'ouverture de cet événement. Car pour moi, c'en est un, je ne vais pas vous cacher, c'est un événement auquel je suis attachée, qui a demandé de l'énergie de part et d'autre. Et je suis très heureuse de pouvoir vous le livrer aujourd'hui et de vous présenter ce travail accompli. Donc le droit des obligations, il est au cœur de l'ordonnancement des relations interpersonnelles, quels que soient les systèmes juridiques. Et il est vrai que la thématique du droit des contrats s'est assez naturellement imposée lorsque la possibilité de faire se croiser les regards entre le droit chinois et le droit français s'est présentée. Afin de mieux valoriser cet événement, je vous informe d'ores et déjà pour que tous soyez au courant que l'enregistrement est capté et ensuite sera diffusé via notre site internet ou via le site de l'EDIEC afin qu'il puisse être mis à disposition d'un plus large public. Nous respecterons dans le cadre de cet enregistrement le droit à l'image de Maître Chen, donc qui restera en dehors du champ de la caméra, et on va cadrer les questions qui lui seront destinées un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc en une après-midi, il nous fallait faire des choix. Le droit des contrats, c'est vaste, vous l'imaginez bien. Il a fallu donc décider de limiter notre comparaison aux deux temps essentiels de la vie du contrat, deux temps forts, la formation du contrat et l'exécution du contrat. Dans la logique de la ligne de vie du contrat, nous allons d'abord examiner les conditions de formation du contrat avant d'envisager sa validité. Et pour ce faire, nous accueillerons donc un premier binôme d'intervenants. Ensuite, après la pause, qui aura lieu après un temps d'échange avec ce premier binôme d'intervenants, nous aborderons l'exécution du contrat et ses problématiques avec un deuxième binôme d'intervenants pour terminer l'après-midi, et encore un temps d'échange qui viendra à l'issue. Donc pour ce premier binôme d'intervenants, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Maître Yun Chen, qui est docteur en droit de cette université, mais également ancien étudiant de l'Institut de droit comparé, puisque vous avez validé nos 2 DU, de droit anglais et de droit américain. Vous êtes diplômé de l'Université de droit et de sciences politiques de Chine orientale de Shanghai, et vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Lyon et membre de la Commission internationale du barreau, avec qui nous organisons tous les ans notre conférence de rentrée de l'Institut. Vous avez également exercé la profession d'avocat en Asie et dans différents États de l'Union européenne, et vos domaines de spécialité en tant qu'avocat sont le droit des sociétés, le droit financier et le droit des contrats européens et internationaux. Ces dernières années, vous avez publié dans des revues juridiques chinoises sur des thématiques qui sont en lien notamment avec le droit du numérique et l'intelligence artificielle, et vous traiterez aujourd'hui dans quelques minutes les conditions de validité du contrat. Nous accueillons pour ce deuxième binôme Charles Dagan. Donc vous êtes docteur en droit de l'Université de Toulouse, où vous avez soutenu en 2024 votre thèse sur le droit chinois des contrats et le commerce international. En 2018, vous avez été pendant un petit peu plus d'1 an assistant juridique à l'ambassade de Chine à Pékin, puis pendant près de 4 années, juriste au bureau de droit comparé du ministère de la Justice. Vous avez enseigné pendant plusieurs années dans le DU de droit asiatique, notamment la thématique du droit des obligations chinois, avant d'intégrer cette année l'école de formation du barreau à Paris en janvier 2024. Je suis très heureuse que cette conférence nous donne l'occasion de vous accueillir à nouveau à Lyon 3. Et nous avons hâte donc de vous entendre nous exposer les règles de formation du contrat. Cher Charles, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Et le micro fonctionne. Bonjour à tous. En ce début d'intervention, je tiens à remercier l'Institut de droit comparé Édouard Lambert, l'équipe de droit international européen et comparé, et particulièrement Madame Francos Terminal, pour la conception et l'organisation de ce colloque consacré au droit chinois des contrats. Grâce à cet événement, vous l'avez compris, je retrouve un sujet qui m'est cher, ma thèse ayant été intitulée « Le droit chinois des contrats et le commerce international ». Ce colloque me permet surtout, et égoïstement, d'écouter une nouvelle fois des experts qui ont chacun marqué de leur empreinte mon approche du droit comparé.
Et je suis maintenant obligé de vous le dire, professeur Chodjayo, chère Julie, vous aurez une part de responsabilité dans ce qui va suivre. Pourtant, le sujet qui m'a été confié est difficile. Non pas parce que la question de la formation du contrat serait en Chine d'une complexité particulière. Au contraire, les mécanismes qui sont mis en jeu sont très similaires à ceux que nous connaissons en France. Mais néanmoins, en limitant ma présentation à ces seules règles, j'avais l'impression de rater quelque chose. Notamment parce que, Madame Francoz, terminale, vous nous aviez informé de la composition de notre audience, où nous retrouvons notamment des étudiants du DU droit asiatique, mais aussi du Master 2 du droit notarial. J'ai donc choisi d'élargir un peu le champ de mon intervention pour d'abord vous présenter la constitution du droit chinois des contrats avant d'enfin faire ce qui m'est demandé, de présenter les mécanismes de formation des contrats. Et je pense que c'est à la lumière de leur histoire que ces règles sur la formation du contrat deviennent véritablement remarquables. Vous le savez, le droit comparé a parfois été critiqué pour ses tendances à la superficialité, voire à la recherche d'un exotisme à tout prix. Les professeurs Ruscola, Université de Pennsylvanie, Clark à Georgetown ou Tan à Harvard traitent de sujets de manière particulièrement juste. Comparer, ce n'est pas rechercher la différence à tout prix, mais c'est comprendre de quoi découlent ces similarités et les différences que l'on constate. Cela implique de se livrer à une étude sérieuse et ouverte d'esprit du droit que l'on étudie. J'appelle ça l'aventure comparatiste, à défaut de meilleure expression. Donc, comme je m'adresse à des étudiants, principalement, je voudrais insister sur le fait qu'il existe aujourd'hui une véritable nécessité de former des juristes qui sont capables de comprendre les mécanismes juridiques étrangers, et notamment pour enrichir leur processus de réflexion. Au sein du ministère de la Justice, vous l'avez dit, il existe un bureau du droit comparé dont les missions sont justement d'aller chercher ce qui se fait à l'étranger pour étudier, pour le présenter au cabinet du ministre ou alors aux différentes directions qui sont prises dans leur objet de réforme. Et puis, dans un monde qui se désagrège plus qu'il ne se retrouve, il est nécessaire de compter sur des personnes qui, parce qu'elles ont fait l'effort de s'ouvrir à d'autres systèmes juridiques, sont capables de mieux les comprendre. Et je tiens vraiment à vous remercier tous pour votre présence pour ce petit colloque ici, puisque nous avons l'occasion d'échanger sur un sujet qui est à la fois vraiment d'actualité, vu la place qu'occupe la Chine aujourd'hui, dans notamment le commerce international, et qui est aussi très complexe, parce que la lisibilité des règles chinoises est parfois difficile, et qu'il y a un vrai effort pour tenter de les comprendre. Bon, je vous propose qu'on en vienne donc à l'histoire du droit des contrats en Chine. Très rapidement, en 1949, la période révolutionnaire marque une rupture avec le droit de la République de Chine. Elle ouvre une période d'instabilité politique qui, de facto, fait obstacle, jusqu'en 1978, au développement du droit des contrats. Ce n'est qu'après la mort de Mao que les réformes économiques d'ouverture poussent le législateur chinois à développer une législation propre au contrat. Cette édification, elle est progressive. Elle débute par une adoption d'une loi sur les contrats économiques en 82, puis d'une loi sur les contrats économiques avec un élément d'extranéité en 85. Et ce deuxième texte, il témoigne déjà de la volonté d'améliorer la qualité de la légistique chinoise. Les dispositions sont plus détaillées, leur application est plus simple. Ce texte marque aussi un recul dans les possibilités qui étaient ouvertes à l'administration pour intervenir dans les relations contractuelles. Deux lois sur les contrats, auxquelles on ajoute des principes généraux du droit civil de 86, qui servent de socle au droit civil chinois. C'est le fruit d'une tentative de codification qui n'a pas pu aboutir, et qui, par contre, est utilisée pour pallier les lacunes du droit des contrats. De nouveaux principes généraux seront ensuite adoptés en 2017. Vous les retrouverez aujourd'hui intégrés au sein du Code civil chinois. Deux lois sur les contrats, des principes généraux du droit civil. Est-ce suffisant? Manifestement non, puisque se développe aussi une loi sur les contrats techniques, qui se démarque du reste du droit chinois et qui présente une volonté plus assumée de protéger les intérêts chinois. Les dispositions sur les contrats techniques internationaux, en particulier, présentent de nombreuses règles qui encadrent la liberté contractuelle, faisant peser des obligations sur la partie étrangère et laissant une large place à l'intervention des autorités administratives. Donc, après une phase
qu'on pourrait qualifier de sans droit des contrats, se développe une phase où il y a une multiplication des sources du droit. Et cette multiplication des sources du droit, et ces règles, elles vont être conçues de deux manières. D'une part, en utilisant le recours à l'expérimentation locale, et aussi en utilisant les expériences étrangères. Le recours à l'expérimentation locale, concrètement, comment ça se passe? Dans différentes zones géographiques, que l'on peut qualifier de zones économiques spéciales, même si elles ont différents noms, les autorités chinoises vont développer certaines réformes particulières, dont le but est de faciliter les opérations. Ces zones géographiques, ces villes, on connaît principalement Shanghai comme exemple, enfin certaines zones de Shanghai, vont ainsi essayer de devenir plus attractifs et de répondre aux besoins du commerce international. Et ces expérimentations locales, elles vont en quelque sorte permettre d'alléger la pression des réformes en anticipant quels vont être les différents effets des différentes réformes. Et la deuxième chose, c'est le recours aux expérimentations, enfin le recours à l'expérience internationale. Cette expérience internationale, elle est de deux natures. Elle peut soit consister à aller voir ce que font les pays étrangers, quitte à copier certaines de leurs règles, mais elle peut aussi consister à aller voir ce qui se fait au sein des organisations internationales et quels ont été les grands consensus qui ont été dégagés. Et si on se demande où on trouve ces consensus, eh bien on peut demander au législateur chinois de l'époque, parce qu'il le sait très bien. Il va aller consulter les principes du droit, et pour les règles de formation des contrats, il va aussi aller regarder la Convention de Vienne. C'est pour ça que lorsque le droit des contrats est réformé en 1999, qui est une réforme particulièrement importante, qui a vocation à unifier l'ensemble des textes dans un seul corps, on va être, perturbé par la lecture de la loi, non pas parce qu'elle est différente, mais parce qu'elle est proche, particulièrement proche. Et cela explique, donc on comprend que c'est en raison des influences internationales, et cette loi de 99, elle va connaître certaines interprétations qui vont être apportées par la Cour populaire suprême, mais elle va être reprise quasiment dans son intégralité dans le Code civil chinois. Donc si on devait un peu dresser l'histoire du droit des contrats en Chine, on verrait qu'il est très différent de l'histoire française, parce que concentré sur une période de temps beaucoup plus courte. 49 à 78, il n'y a pas grand-chose. 78 à 99, il y a beaucoup de textes qui se multiplient. Et puis, on rentre dans une période de maturité à partir de 99. Et cette maturité, elle devient de la stabilité avec la codification du Code civil chinois en 2021. Et je pense que ce petit rappel historique, il était nécessaire pour comprendre vraiment l'apport, l'avancée et le travail dont résultent aujourd'hui les règles sur la formation du contrat. Nous arrivons enfin au sujet qui m'a été demandé de traiter. En Chine, la formation du contrat, elle est le résultat d'une rencontre de volonté. L'article 471 du Code civil proclame en ce sens que les parties peuvent adopter le mode de l'offre et de l'acceptation ou d'autres modes pour résoudre le contrat. Cet article, il reprend les dispositions de la loi de 99, qui ont été les premières à faire de l'offre et de l'acceptation les éléments centraux de la formation du contrat. Le législateur opère cependant une petite modification. Alors que la loi sur les contrats de 99 n'envisageait la formation du contrat que dans la perspective d'une rencontre de l'offre et de l'acceptation, le Code civil prend le soin d'admettre d'autres modes pour conclure le contrat. Cette notion d'autres modes, elle est surprenante. Certes, je pense qu'on comprend l'intention du législateur, et vraiment je parle sous le contrôle du professeur Sojiayo. Je ne le regarde pas de peur d'avoir un regard réprobateur, mais je pense que cette mention, elle renforce le rôle du consensualisme, l'importance du consensualisme. Mais elle implique aussi par sa formulation qu'il existe d'autres hypothèses de formation du contrat, qu'il ne résulterait pas de l'offre et pas de l'acceptation.
La Cour populaire suprême le confirme dans son interprétation du livre sur la loi sur les contrats, où elle présente l'appel d'offres ou la vente aux enchères comme des exemples d'alternatives de formation des contrats. Il semble donc qu'au sens du Code civil chinois, l'offre et l'acceptation ne sont pas des concepts généraux qui retranscrivent une volonté de s'engager, mais des moyens d'expression qui, parmi d'autres, permettent la formation du contrat. Maintenant, regardons les détails. Et si on regarde les détails à la fois de l'offre et de l'acceptation, on voit qu'ils sont conformes aux standards internationaux. Les règles portant sur les conditions de validité de l'offre ne surprennent en effet pas les observateurs étrangers. Le droit chinois reconnaît qu'une offre a une dimension subjective et une dimension matérielle. Elle doit ainsi témoigner de la volonté de l'auteur à s'engager, mais aussi réunir les éléments qui permettront son acceptation. L'offre est-elle définie dans le Code civil chinois? Oui. À l'article 472, elle est définie comme la manifestation de la volonté de son auteur en vue de conclure un contrat avec un tiers. Le législateur s'est appuyé sur l'article 14 de la loi des contrats de 99, tout en modifiant un peu les dispositions précédentes, puisqu'elle écarte la double condition d'un contenu qui devait être à la fois précis et déterminé, ces deux critères semblant un tout petit peu surnuméraires. Le législateur chinois ne prévoit pas d'autres conditions de forme. L'offre peut ainsi être écrite, orale ou résulter de l'attitude d'une partie. Concernant le contenu de l'offre, le Code civil chinois impose que l'offre réunisse des éléments qui sont prévus à l'article 470 du Code civil. Et cet article, il procède à aucune innovation puisqu'il reprend des dispositions identiques qui étaient portées à l'article 12 de la loi sur les contrats de 99. Ainsi, l'offre doit prévoir la dénomination et le lieu de résidence des parties, l'objet du contrat, la qualité, la quantité des choses, le prix, le lieu d'exécution, les règles de responsabilité et le mode de résolution des différends. Toutefois, dans son interprétation, la Cour populaire suprême assouplit ces exigences. Et à l'article 3, elle indique en effet que si les parties contestent la formation du contrat et que le tribunal populaire peut déterminer le nom des parties, l'objet et la quantité, il considère généralement que le contrat a été formé, à moins que la loi n'en impose autrement ou que les parties n'en conviennent autrement. La Cour précise que si la formation du contrat le contrat se forme dans ces conditions, les juridictions fixent le contenu omis selon des règles prévues par d'autres dispositions du Code civil. Je vous inviterai à les lire, elles sont à 510 et 511. Et ces dispositions, ces articles 510 et 511, ils reprennent encore une fois la loi sur les contrats de 99. Là, on touche deux spécificités du droit des contrats chinois. La première, c'est que j'ai mentionné les interprétations de la Cour populaire suprême. Et si vous n'avez pas bien l'appui du droit des contrats chinois, vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est, quelle est leur force. En fait, la Cour populaire suprême est particulièrement active pour venir préciser l'application des lois. On se demandait, puisqu'elle n'a aucun pouvoir de législateur, de quelle autorité elle pouvait le faire. Et une des réponses les plus évidentes était que finalement, elle utilisait son pouvoir de discipline sur les juridictions de bas niveau en leur imposant une lecture particulière de la loi. Néanmoins, il y a une loi organique chinoise qui est venue préciser ces dispositions, ce qui fait que maintenant, cette question n'est plus l'objet de débat. Et donc, la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi préciser des conditions, des éléments qui doivent être dans le contrat si on a tendance à les assouplir derrière par une intervention de la Cour populaire suprême. Et je pense que c'est une des spécificités du Code civil chinois. C'est une volonté pédagogique. Le Code doit être interprété partout en Chine de la même manière. Il me semble que c'est un enjeu, un des principaux enjeux qui a été conduit par la codification. Et finalement, baliser, c'est accompagner. Et donc, les dispositions de l'article 470, elles ont
valeur normative qui est relativement faible. Et elles peuvent être davantage considérées comme des règles de rappel sans véritable conséquence juridique. Passons maintenant à l'acceptation. L'acceptation doit être conforme à l'offre. Cette exigence, on l'a retrouvée déjà dans l'article 30 de la loi sur les contrats, et elle permet de garantir la cohérence de l'offre et de l'acceptation, et d'éviter toute modification substantielle de l'offre. L'article 488 du Code civil expose certains exemples de modifications substantielles, et il considère que finalement les modifications substantielles sont ceux qui viennent modifier les éléments essentiels à la conformation du contrat. Nous retombons sur notre article 470. Détermination, objet, quantité, qualité, chose, prix. Si les modifications ne portent pas sur ces éléments, elles sont considérées comme mineures, ce qui permet à l'acceptation de demeurer efficace, à moins que l'offrant n'en détermine autrement. Et la deuxième condition, qui est finalement une condition très classique, c'est que l'acceptation doit être reçue dans les délais prévus par l'offre. L'article 481, qui reprend une nouvelle fois l'article 23 de la loi sur les contrats de 99, prévoit dans quel délai l'acceptation doit parvenir à l'offrant, envisageant différentes situations. Donc, au final, si on revient sur les règles de formation du contrat, qu'est-ce qu'on voit ? On constate d'abord une grande stabilité des normes. Les dispositions de la loi de 99 sont reprises par la codification. On voit que l'apport des interprétations de la Cour populaire suprême, qui portait sur la loi de 99, elles sont intégrées dans la codification, ce qui en simplifie la lecture. On constate l'effort pédagogique du législateur, qui prend soin de préciser aux parties les éléments qui sont nécessaires à la formation de leur contrat, mais qui prend aussi soin de préciser aux juges de quelle manière ils doivent intervenir pour corriger un contrat qui ne serait pas correctement conçu. L'enjeu est important puisque la pratique contractuelle dans certaines parties de la Chine est très différente dans d'autres, notamment en matière de commerce international, simplement en raison de l'exposition au dossier du commerce international. Donc, tout ça pour vous dire que la formation du contrat, et pour conclure, il n'y a pas de révolution. Il y a simplement le constat d'une évolution qui a été portée par la loi de 99, qui est actée dans la codification et qui, à nous, juristes occidentaux, semble parfaitement claire et parfaitement compréhensible. Il y a néanmoins un piège important. Ce sont les petites modifications mineures qui peuvent être apportées par-ci et là, les petites modifications pointillistes du législateur, qui sont autant de pièges dressés aux praticiens. Je vous remercie. Alors, exposé des conditions de formation des contrats, exposé des conditions de validité du contrat qui peuvent permettre, je pense, d'ouvrir le champ d'approfondissement, de points peut-être un petit peu spécifiques sur l'une ou l'autre des thématiques, avec, je vous l'expliquais là, une demande de cadrage sur les questions qui vont être posées afin de pouvoir respecter le droit à l'image de Maître Chen, puisque son intervention sera coupée dans la partie enregistrée. Donc je vous demanderai dans un premier temps de cibler les questions sur la formation du contrat. Toutes celles qui sont sur la formation du contrat, on va les poser en même temps, et ensuite sur la validité du contrat. Alors, pour prendre la parole, on va organiser un petit peu les choses. Je vous demanderai juste de vous présenter et de nous dire de quelle filière, quel master vous êtes, ou éventuellement si on a des personnalités extérieures, juste pour par correction vis-à-vis de nos intervenants, et de limiter à 1 minute le temps de questions. On peut demander des précisions, des commentaires ou des analyses. La parole est à vous, n'hésitez pas à appuyer sur le micro en face de vous pour qu'on puisse entendre clairement votre question.
Merci. Oui, Charles, alors moi c'est moins tant sur la formation du contrat, puisque je trouve que dans la structure, finalement, c'est relativement similaire au droit français, que sur ce que tu as dit par rapport à la fonction pédagogique du Code civil. Donc on sort un petit peu du domaine strictement contractuel, mais effectivement, cette fonction pédagogique du Code civil, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez propre au droit chinois. Moi, je l'ai retrouvée notamment à travers la fonction attribuée aux tribunaux populaires, ou quand, donc voilà, j'imagine que les étudiants parmi nous ont peut-être déjà eu l'occasion de regarder une décision de justice chinoise, ou en tout cas d'être un peu familier avec un contenu. Et quand bien même cette décision va répondre à la même structure syllogistique qu'une décision française, on se rend bien compte que dans le contenu, il y a une volonté des tribunaux populaires, en fait, tout simplement, de faire de la pédagogie, de diffuser le droit à l'égard des citoyens, de leur expliquer, pas uniquement en fait de trancher un litige, ce qui n'est peut-être pas forcément toujours la fonction première donnée aux tribunaux populaires, de trancher le litige, mais de les accompagner, d'accompagner les parties pour leur expliquer en fait comment ils doivent se comporter. Quand tu dis que toi, tu trouves qu'il y a une fonction pédagogique dans le Code civil, comment tu la pas caractérise, mais à partir de quoi tu trouves que c'est vraiment aussi différent que ce qu'on peut nous connaître dans le Code civil napoléonien, sachant que, voilà, si on regarde des textes, et vraiment je vous invite toutes et tous, il y a une version française qui a été sortie du Code civil chinois, allez regarder, jeter un œil, et des fois on sera vraiment surpris par le degré de ressemblance qu'on peut avoir avec notre Code civil français. Donc voilà, c'était... Le caractère pédagogique du Code civil. On le retrouve dans la volonté d'aller dans le détail des choses qui parfois nous semblent un peu superflues. Les dispositions de l'article 470, par exemple, sur les éléments constitutifs du contrat, était-ce vraiment nécessaire de perpétuer la ventilation de l'ensemble des éléments constitutifs, alors même que derrière, la Cour populaire suprême vient alléger ses obligations en ne les limitant qu'à certaines. En fait, je pense vraiment que ce n'est pas à destination du justiciable, le caractère pédagogique. J'ai l'impression que c'est plus à destination des juridictions. Quand on lit l'article 510 et 511, qui viennent corriger le contenu d'un contrat qui serait pas suffisant, ou il manque des interprétations, ces articles prennent la peine d'expliquer à partir de quels repères on va pouvoir se placer pour déterminer les éléments manquants. Là, à la limite, les parties qui n'ont déjà pas été suffisamment diligentes pour prévoir le prix précis de leur contrat n'ont peut-être pas vraiment intérêt à aller lire cette disposition. Cette disposition, à mon sens, elle s'applique principalement aux magistrats, et peut-être que le caractère pédagogique n'est pas vraiment destiné vers le justiciable, mais plus vers le professionnel de justice. Après, on parlait des interprétations de la Cour populaire suprême, et je pense qu'effectivement, il faut qu'on y revienne, parce que c'est un élément fondamental du droit chinois. Alors, si on doit simplifier la question en les interprétations de la Cour populaire suprême, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? D'un point de vue universitaire, lorsque je rédigeais ma thèse, j'en ai pensé beaucoup de mal, parce que elles ne sont pas accessibles, elles ne sont pas toujours claires, et elles sont, des fois, on a peur de manquer un élément important. Aujourd'hui, en tant qu'élève avocat, j'ai envie de dire que ça nous permet de valoriser une certaine expertise. Donc, l'accessibilité, la pédagogie, oui, mais pas trop. Et effectivement, déjà pour nos étudiants, il faut avoir conscience que, pour notre auditoire, il faut avoir conscience que les interprétations de la Cour populaire suprême, ce n'est pas toujours que du détail. Et qu'il y a certains arbitrages qui ont été faits par le législateur, notamment en 1999, qui ont ensuite été renversés par la Cour populaire suprême et son interprétation. Je pense notamment à la théorie de l'imprévision, qui était exclue de la loi de 1999, et de ce que j'ai compris des travaux législatifs, c'est parce que la crainte était que cette théorie de l'imprévision, elle vienne créer une certaine instabilité juridique, et donc au nom de la sécurité juridique, on écarte la théorie de la prévision.
La Cour populaire suprême, dans sa deuxième interprétation, 2009 je crois, mais 2009, je tombe juste, 2009, instaure la théorie de l'imprévision. Donc elle crée des mécanismes de droit positif qui sont particulièrement importants et qui viennent modifier beaucoup d'éléments du droit positif. Et là, effectivement, si vous ne suivez pas les évolutions portées par la Cour populaire suprême, que votre co-contractant considère que l'économie de son contrat a été déstabilisée et que vous lui dites « enfin, c'est ton problème », et que vous vous retrouvez devant une juridiction et que vous apprenez qu'il y a la théorie de la prévision a été reconnue par la Cour populaire suprême, vous risquez de vous trouver en fâcheuse position. Donc, effectivement, ces interprétations, elles sont facteurs d'une certaine insécurité juridique si on ne fait pas l'effort d'aller les consulter régulièrement. Excusez-moi, mais c'est comme la jurisprudence, un peu chez nous. L'interprétation du droit, souvent, est créatrice aussi. Oui, mais on l'anticipe souvent, les revirements sont... Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais on a déjà eu ce débat, et on n'est toujours pas d'accord. Je n'ai pas réussi à te convaincre. Pourquoi c'est pas comme la jurisprudence? Parce que d'abord, l'interprétation, elle sort ex nihilo. Oui. Il y a une jurisprudence qui peut avoir une force contraignante avec les guiding cases et ce genre d'éléments en Chine. J'ai l'impression qu'on peut moins anticiper les interprétations de la Cour populaire suprême, et surtout, elles sont moins lisibles, parce que ton revirement de jurisprudence, c'est un arrêt de la Cour de cassation. Une interprétation de la Cour populaire suprême, ça peut être beaucoup d'articles. Et à l'intérieur, il faut trouver ces petits. Et ça, c'est pas évident. Et ça, il y a une vraie question de lisibilité là-dessus, à mon sens. Et puis, il y a un autre point, qui est que parfois, les interprétations de la Cour populaire suprême sont instrumentalisées pour faire valoir certains objectifs de réforme. Et j'ai relu, enfin je dis ça parce que j'ai relu il y a 2 jours les interprétations de la Cour populaire suprême sur la médiation judiciaire, dont sur les 23 pages de la dernière interprétation, on n'apprend pas grand-chose, sauf que la Cour populaire suprême est très portée au soutien de des interprétations, au soutien de la médiation en Chine. Donc je pense qu'effectivement, il y a une vraie différence fondamentale sur ce point. Et donc le caractère pédagogique, pour revenir sur cette question et pour boucler la boucle, on le retrouve dans le Code civil avec des dispositions qui sont parfois très précises et dont, à mon sens, le destinataire final est bien le juge et pas le justiciable. Et que la pédagogie, il y a un effort de pédagogie qu'on retrouve porté par la Cour populaire suprême qui fait beaucoup d'efforts pour rendre le droit clair et qui vient aussi ajouter de l'eau au moulin en ce sens-là. Merci beaucoup, Gérard. Qui osera? Bien sûr, allez-y. Continue pour animer un petit peu s'il n'y a pas d'autres questions. Dans la lignée de ce que vous venez de dire, ainsi que Maître Chen qui a parlé de ce facteur d'insécurité, je voulais poser la question de savoir à quel moment cette interprétation a été mise de la Cour populaire suprême. Nous, en droit français, on sait qu'il faut passer un certain nombre d'instances et que donc il y a une maturité de la question litigieuse et qu'il arrive que la Cour de cassation dise aussi: je ne me prononce pas tout de suite très clairement, j'attends de voir ce que ces contentieux possiblement sériels vont me montrer pour affiner ma solution. Est-ce que la Cour populaire suprême fait de même? Est-ce qu'elle peut revirer sur une première interprétation et dans quel contexte? Et donne-t-elle cette interprétation totalement détachée du fait? Ce que ne fait que très rarement la Cour de cassation, sauf pour saisine pour avis. Merci. Merci, maître. Alors là, je pense qu'il faut distinguer 2 choses qui sont, d'une part, les interprétations de la Cour populaire suprême, qui ne sont liées à aucun élément de fait, qui sont vraiment une annexe de la loi. Et puis, d'autres jugements qui, par contre, vont avoir tendance à vouloir mettre en évidence, alors, dans le sens des guiding cases, pardon, je l'ai toujours lu en anglais, et cas directeur. Pour les cas directeurs, comment ça se passe?
En fait, les juridictions sont obligées de faire remonter un certain nombre de décisions à la Cour populaire suprême qui passe un certain nombre de tamis selon les degrés. La Cour populaire suprême se saisissant de ceux qui lui paraissent le plus importants ou les meilleurs jugements. Les meilleurs jugements, ceux qui font preuve d'un effort pédagogique particulier. Est-ce que on identifie, alors pour le lecteur étranger, et peut-être que là-dessus, l'expertise de Maître Chen et de professeur Jujayo sera, je pense, nécessaire. Est-ce que pour un œil étranger non avisé, on comprend la cohérence des décisions et pourquoi certaines décisions sont prises et pourquoi certaines ne le sont pas? Non, d'une part parce qu'on ne sait pas pourquoi certaines ne sont pas sélectionnées, puisqu'on n'en a pas connaissance. Est-ce que ces guiding cases nous paraissent toujours pertinents dans la pratique? Pas toujours. Pas toujours. À qui répond-on? En fait, je me demande s'il n'y a pas une volonté aussi de valoriser les jugements où l'effort pédagogique, les explications ont été particulièrement poussées. Voilà, j'ai bien conscience que je ne réponds qu'à moitié à votre question, mais c'est là où je peux pousser, jusque là où je peux pousser. Moi, j'avais une question sur la différence qui a été faite et que j'ai compris, c'est peut-être que j'ai mal compris, sur cette notion donc offre et acceptation, et le fait qu'un appel d'offres ou une vente aux enchères soit considéré comme un cas parallèle et pas comme remplissant les conditions offre et acceptation de l'offre, alors qu'on pourrait penser, peut-être de manière tout à fait injuste, mais qu'on est quand même bien dans une rencontre de volonté avec offre d'une part et acceptation de cette offre. Qu'est-ce qui explique cette nuance en Chine, en droit chinois? Je ne sais pas. Je pense que c'est la... J'en suis arrivé à la conclusion, parce que j'ai été très surpris aussi. Je n'ai pas compris l'intérêt de venir préciser d'autres modes. Je me demande si derrière, il n'y avait pas vraiment cette volonté de consécration du consensualisme, et donc de montrer qu'on avait les hypothèses, et finalement réduire l'offre et l'acceptation, non pas aux concepts généraux qui pourraient être englobants, mais de les limiter à l'émission d'une offre. Mais effectivement, on pourrait retomber dans le... Exactement. Doit figurer. Donc, est-ce que ça implique qu'une offre est nécessairement écrite? Je ne pense pas. Non. Mais Non. il faudrait que tout soit dans cet ordre-là et sous cette forme-là, pour vraiment rentrer dans le cadre classique de l'offre. C'est ça, oui. C'est ce que j'ai compris. Le caractère formel étant quand même relativement oui, Structuré, plutôt formel. Léger, je dirais. Oui. Non, ok. Oui. Mais cette distinction, mise à part pour renforcer une volonté de reconnaître le consensualisme, je ne sais pas. D'accord. Professeur Moi, je pense qu'ils ont... Allez. Voilà. Plutôt, voilà, c'est-à-dire c'est la distinction entre l'offre et l'invitation à l'offre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, disons, le principe, c'est que, voilà, parce qu'ils ont les publicités commerciales, les annonces commerciales. Donc, pour ce genre de documents, parce qu'il n'y a pas de destinataire spécifique, ça destiné au public. Dans ce cas-là, donc, c'est considéré en droit chinois plutôt comme une invitation à l'offre. C'est pas une offre. D'accord. Voilà. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. S'il y a des choses que vous n'avez pas forcément saisies, vous voyez, même moi, des fois, j'ai des doutes. Donc, voilà, allez-y. Vous sentez totalement autorisé et légitime à poser vos questions ou demandes de précision. S'il y a des choses, je ne sais pas, de vos connaissances du droit des contrats de continentaux, civilistes, offres ou validité, et vous ne les retrouvez pas en droit chinois, par exemple, ça peut être l'occasion de préciser. Est-ce qu'il y a des questions sur la validité... Ah oui, pardon. Voilà, sur la validité du contrat et pour Maître Chen, donc sur les causes de nullité et le fait que la rencontre de volonté qui s'est faite puisse ne pas forcément produire tous ces effets juridiques. Sinon j'ajoute quelques mots sur l'interprétation judiciaire en droit chinois.
parce que disons, voilà, beaucoup d'entre vous ont posé cette question. En effet, voilà, disons, l'interprétation judiciaire émise par la Cour suprême chinoise, voilà, ça c'est une grande particularité en droit chinois. Parce que disons, voilà, souvent je dis à mes étudiants, c'est-à-dire pour bien connaître le droit chinois, il ne suffit pas de lire seulement le code, le texte, le code. Il faut encore lire d'autres sources du droit, surtout, voilà, disons, les sources judiciaires, dont voilà, l'interprétation judiciaire. Ça, c'est vraiment une grande particularité. Tandis que, disons, pour le code civil chinois, voilà, donc, disons, peu après son promulgation, voilà, disons, la Cour suprême chinoise a émis successivement voilà, donc, plusieurs textes d'interprétation, voilà, disons, voilà, au nom d'interpréter le code civil chinois. Et donc, moi, je veux dire, cela ressemble plutôt, disons, des réglementations d'application du code civil, d'accord? Par exemple, voilà, donc, la Cour suprême chinoise a publié, par exemple, disons, un texte sur voilà, le droit de sûreté, un texte sur, disons, la question de temps, la rétroactivité. Et aussi, voilà, texte sur droit de famille, voilà, la livre de famille, également, donc, texte sur livre relatif au droit réel, également, voilà, disons, le droit de contrat, voilà, donc en 2023. Et l'année dernière, donc, un texte sur, voilà, deuxième texte sur la livre relative à la famille, droit de la famille. Et également, plus récent, voilà, ça c'est plutôt sur responsabilité civile, sur la livre relative à la responsabilité civile. Actuellement, on est en train de travailler sur le livre relatif au droit de la personnalité. Et donc, ce sont des textes vraiment, donc c'est plus que la jurisprudence. Parce que voilà, donc ces textes judiciaires ont une portée générale, comme un règlement. Voilà, c'est pas, disons, pour un cas précis, vous voyez. Et donc voilà, donc c'est presque une source de législation, vous voyez. Mais quelquefois, disons, ça pose des questions comme, voilà, c'est-à-dire, disons, source de droit, voilà, c'est-à-dire, disons, hiérarchie des sources du droit, c'est certainement selon la loi chinoise, c'est-à-dire, disons, la loi, voilà, donc ça, c'est, donc, a une force, voilà, de supériorité par rapport, disons, à ces textes judiciaires. Mais quelquefois, disons, c'est-à-dire, disons, voilà, moi, je suis d'accord avec Charles, c'est-à-dire, disons, ces textes judiciaires sont plutôt destinés aux professionnels, surtout aux juges. Voilà, disons, l'objectif central, c'est unifier l'application du droit. C'est ça, c'est unifier l'application du droit par les tribunaux, par les juges de tous les niveaux. Et souvent, voilà, disons, là, c'est-à-dire la Cour suprême a, c'est-à-dire vraiment, disons, une bonne équipe, voilà, disons, d'experts pour préparer les textes. Souvent, voilà, disons, en association avec nous, les universitaires. J'avais eu l'occasion de participer à la rédaction de plusieurs textes judiciaires. Voilà, donc je connais bien le mécanisme de sa rédaction. Quand même, ce sont des experts de haut niveau. Voilà, disons, par exemple, des juges de haut niveau. Avec nous, certains universitaires, on travaille ensemble pendant un certain temps, imaginez pendant 1 an ou 2 ans. Voilà, donc nous avons eu beaucoup de réunions de travail. Et enfin, voilà, disons, on a un texte consolidé, voilà, disons, soumis, disons, au Conseil, disons, des présidents des tribunaux de la Cour suprême. Ça, c'est comme l'assemblée plénière, comme chez vous. Voilà, donc ce sera discuté, ce sera voté, voilà. Enfin, ce sera publié. Et avant d'être voté, avant d'être publié, donc il faut soumettre à l'Assemblée pour ce qu'on appelle un mécanisme de dépôt-examen. Voilà, donc il faut absolument solliciter, voilà, disons, l'avis du législateur à l'avance. Voilà. D'accord. Bon, c'est un peu comme ça. Là, ça fonctionne. Et est-ce que finalement, on n'a pas là l'objectif de cadrer un peu comme le feraient les cours suprêmes des pays de common law avec un mécanisme de précédent obligatoire, sauf que là, ça passe par ces règles d'interprétation qui auraient la même fonction qu'un précédent obligatoire pour obliger, j'ai cru noter, obliger toutes les juridictions des cours inférieures à statuer dans ce sens-là. Oui. Oui, ça peut. Oui. On attaque aussi, voilà, comme ça, les mots qu'on attaque, disons, le système de l'immigration de Karim Hayes, voilà, n'est-ce pas? Voilà, donc ça ressemble plutôt, disons,
un système de case law. Case law. Voilà. Ok. Vas-y, je t'en prie. Tout en restant un pays de droit continental, ce qui rend l'étude du droit chinois particulièrement intéressante.